Bon app, je vous souhaite un bon appétit plutôt que de vous souhaiter la bienvenue, parce que dans cette vidéo, on va voir que le GIEC et les modèles climatiques, ça nous fabrique des futurs en spaghettis. On aura beau adorer les spaghettis, personne n'a envie de se faire des représentations du futur qui ressemblent à ça, hein. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une assiette de spaghettis qu'une autre assiette de spaghettis, hein. C'est désordonné, tout se ressemble, c'est impossible à démêler. Mais rassurez-vous, c'est pas de ça dont on parle, c'est plutôt de spaghettis avant cuisson, où chacun des spaghettis représente une variable climatique, on peut dire par exemple les températures, les précipitations, etc. Et en plus, ce sont des spaghettis crantés, ou en quelque sorte qui ont des traits, des couleurs, et dans lesquels chacun des points représente une projection d'un modèle particulier. Dans la vidéo précédente, on a vu que le GIEC, il élaborait des scénarios de développement socio-économique, et que sur la base de ces scénarios, il déterminait des trajectoires possibles d'émissions de gaz à effet de serre. Et que ces trajectoires, elles servaient en quelque sorte de données d'entrée à des modèles climatiques dont l'objectif est de réaliser des projections sur l'état du climat en différentes parties du globe à différentes échéances de temps. Les modèles climatiques globaux, aujourd'hui on appelle ça des ESM, pour Earth System Model. Conformément à la réalité physique de notre monde, il y a trois grands compartiments qui vont être étudiés, pris en compte par les modèles du système Terre. Bah, il y a évidemment l'air, ce qui se passe dans l'atmosphère. Il y a les sols et à la fois sous les sols et ce qui pousse dessus, la végétation. Et puis il y a bien sûr les océans, vous vous en doutez. Comme c'est un système super compliqué, la Terre, c'est très grand, c'est composé d'énormément d'interactions, et ben on ne peut pas attaquer le problème de front. Ce serait, en termes de puissance de calcul nécessaire, infaisable. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va découper le problème en petits morceaux. Et donc dans les modèles climatiques, ben, on fait en quelque sorte des mailles en 3D, des espèces de petits volumes, à l'intérieur desquels on va effectuer les simulations, les calculs, et ensuite on va coupler chacune des mailles en 3D, les unes avec les autres. Donc en gros, à chaque période du temps, dans chaque maille, vous avez l'état initial de la maille, ce qu'elle reçoit des mailles à côté, on fait évoluer ce qui se passe dans la maille, et on a un résultat, et on transfère aussi aux mailles voisines. C'est comme ça que fonctionne par itération un modèle climatique. Dans chaque maille, on utilise donc des équations différentielles, donc qui permettent en gros, de modéliser les évolutions pour chaque processus pertinent à la maille en question. Euh, Aujourd'hui, on commence aussi à mettre en quelque sorte dans les mailles, au lieu d'équations différentielles, des modules d'IA en fait, qu'on connaît moins bien, mais dont on connaît moins bien la logique, mais qui font finalement d'assez bonnes projections sur les évolutions à court terme. Et puis chaque maille donc est donc reliée aux mailles voisines, et elles sont couplées par des échanges d'états. On modélise aussi l'interconnexion entre les mailles et les échanges d'états entre les mailles. Alors on comprend bien qu'un système comme ça, et d'ailleurs vous vous en doutez parce que vous avez déjà fait couler de l'eau dans une bassine par exemple et vu que finalement les courants pouvaient être assez compliqués, un système comme ça qui est composé d'énormément de petites mailles qui interagissent les uns avec les autres, etc., selon des processus physiques qui sont compliqués et assez instables, en fait c'est assez chaotique. Le climat, c'est un phénomène assez chaotique. Il est caractérisé par une certaine instabilité, il y a une variabilité fondamentale du climat intrinsèque, et cette variabilité, bon, on l'avait déjà vu dans notre première vidéo, elle se remarque à des échelles de temps très longues. Quand on avait fait de la paléoclimatologie, on avait vu que à échelle des millions d'années, il y avait des variations. On le voit aussi avec les phases glaciaires interglaciaires sur des centaines de milliers d'années. Cette variabilité, elle existe aussi sur des périodes beaucoup plus courtes. Par exemple, si on prend les derniers 150 ans, qui est à peu près aussi la période de projection du GIEC, il voit à 100 ans ou à 150 ans le GIEC, là aussi, on observe une variabilité. Il y a ces oscillations avec lesquelles on est bien obligé de faire. Le climat est instable. Cette instabilité dans la réalité, elle se reflète dans les modèles climatiques eux-mêmes. Ces modèles climatiques, ils sont extrêmement sensibles aux conditions initiales. C'est-à-dire que si vous changez un petit peu les conditions initiales, voire si vous changez un peu les paramètres du modèle, vous allez avoir des projections qui vont être très différentes.
Ça, c'est embêtant parce qu'on aimerait bien que ces modèles soient robustes, c'est-à-dire que les projections, en quelque sorte, soient solides. Malheureusement, ils ne sont pas très robustes hein, par rapport à des variations des conditions initiales et ils ne sont pas très robustes non plus par rapport à des changements des paramètres. Alors la solution, ben, ça consiste à randomiser les conditions initiales, donc on les fait changer un petit peu, et puis aussi de manière aléatoire, et puis on randomise aussi un peu les paramètres hein, pour voir comment le modèle réagit lorsqu'on change un peu les paramètres, parce que les paramètres ne sont pas toujours très très bien estimés. Et on obtient du coup une distribution des projections, ce qui fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles, ils tournent pas une fois et c'est ça, ce sera l'état du monde. Non, 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 pas du tout. Ces modèles, ils tournent des quantités et des quantités de fois et on obtient des distributions de projections sur la base de ces multiples runs de modèles. Ces modèles globaux, ils sont pas très bons pour réaliser des projections locales parce qu'ils ne tiennent pas compte, par exemple, des reliefs spécifiques ou des convections spécifiques à différents endroits. Et donc, ce qu'on fait, c'est que grâce à ces modèles, on initialise des modèles qui sont locaux, on fait une descente d'échelle, et là, ça fournit des projections, du coup, locales qui sont beaucoup plus fiables. Alors, toutefois, on a aujourd'hui une tendance à avoir des modèles à très haute résolution qui sont en fait les modèles des projections locales. Donc c'est les Very High Resolution Models. Par exemple, ils arrivent sur l'air à avoir des côtés de 16 km et sur l'eau des côtés de 8 km. Donc vous voyez qu'on s'approche finalement hein, de ce qui se faisait, de ce qui se fait dans les modèles, par exemple, météorologiques locaux. Ce qui rend compliqué la modélisation du climat et la réalisation de projections, c'est le fait que, d'abord, le climat, il est soumis à des forçages. Mais ça, c'est pas très problématique. Les forçages, on les connaît, hein. C'est les gaz à effet de serre, les aérosols et les variations, par exemple, de l'irradiance solaire. Simplement, face à ces forçages, le système climatique, lui, il répond, il s'adapte. Par exemple, il va capter un peu de CO2 qu'il va mettre dans les océans, il va y avoir une variation de l'albédo, les glaces vont changer, la salinité de l'océan va changer, etc. Donc vous voyez qu'il va y avoir une réponse globale et à la fois locale du système climatique. Et pour faire des bonnes projections, il faut modéliser cette réponse, et c'est ça qui va faire que le Earth System Model va pouvoir générer des projections correctes. Sans modélisation correcte de la réponse, pas de modélisation correcte des projections, pas de projections réalistes. Alors quels sont les principaux problèmes au niveau de cette réponse? L'ennui, c'est qu'il y a parmi cette réponse des rétroactions positives. Par exemple, vous savez que l'albédo, c'est une rétroaction positive. Donc, les ESM, ils doivent absolument modéliser ces rétroactions positives, et il y en a trois principales. La première, c'est les nuages. C'est-à-dire que, alors on a pensé pendant un temps que l'augmentation de la température allait pouvoir générer plus de nuages dans l'atmosphère, parce que plus de vapeur d'eau, etc. Mais c'est pas ce qu'on observe. En réalité, il y a un effet de disparition globale des nuages. Enfin, ça dépend des endroits, bien entendu. Et donc ça, c'est une réaction positive parce que les nuages, ils réfléchissent moins du coup la lumière du soleil qui arrive, et donc il y a plus d'énergie radiative qui arrive jusqu'au sol. La deuxième rétroaction positive, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, donc plus de vapeur d'eau, plus d'effet de serre. Et la troisième rétroaction positive importante, c'est évidemment la glace, hein, puisque le réchauffement climatique fait fondre la glace, ça diminue l'albédo, et donc de nouveau, il y a encore plus d'énergie qui atteint la surface du sol. Voilà les trois principales rétroactions positives qu'il faut absolument modéliser correctement dans la réponse du climat pour pouvoir faire ensuite des projections correctes. Comme c'est un processus compliqué, il y a des tas de tentatives de beaucoup d'équipes de chercheurs qui essayent de faire des modèles climatiques qui prennent en compte plus ou moins bien chaque aspect de ces réponses. Et on s'est dit que finalement, il fallait arriver à avoir une espèce de cadre commun dans lequel comparer tous ces modèles. Et c'est donc l'objet du projet CMIP, donc the Coupled Model Intercomparison Project. Aujourd'hui, il en est à sa phase 6, et en quelque sorte, c'est un organisme qui compile et qui met en quelque sorte dans des cadres comparables les projections de quantité de modèles. Donc il y a vraiment beaucoup de modèles dans ces MIP. Il y a 100 modèles. Il y a 49 équipes de recherche qui produisent ces modèles.
Et en fait, chacun de ces modèles, du coup, tourne de très nombreuses fois, de manière à ce qu'on ait des distributions de projection pour chacun des modèles, comme on l'a déjà vu. Ces modèles, ils progressent, ils s'améliorent, indéniablement. Comment ils font pour s'améliorer? Ben, on l'a déjà vu, déjà, bon, ils ont une meilleure résolution, donc la plupart du temps, ça améliore, même si de temps en temps, ça détériore. L'autre chose, c'est qu'ils prennent en compte plus d'effets d'interaction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit que la diffusion des algues dans la glace pouvait assombrir les glaces et donc augmenter leur fonte. Voilà, typiquement un effet d'interaction, une rétroaction positive qui peut être intégrée dans un modèle. Donc en fait, les modèles, ben, ils balayent et ils comprennent de mieux en mieux les différents effets d'interaction. Et puis, il y a une autre méthode qui peut être faite, c'est dans quelque sorte de se débrouiller pour que de ne pas raisonner que sur des processus physiques, mais d'essayer, au fond, d'introduire des degrés de liberté qui permettent de rapprocher les modèles des observations passées, que ce soit des observations du climat récent, sur lequel on a des mesures vraiment fiables, ou bien même carrément des grandes évolutions donc de la paléoclimatologie. Alors évidemment, c'est à double tranchant, hein, parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de rapprocher de manière un peu artificielle éventuellement votre modèle de la réalité, ce qui veut dire que peut-être il sera finalement moins bon sur le futur, on ne sait jamais, hein. Mais bon, la plupart du temps quand même, ce calage sur des données historiques, ben, c'est un plus pour les modèles et ils deviennent plus réalistes. Donc ça paraît une bonne stratégie pour améliorer les modèles. Pour savoir si un modèle est bon, on peut le faire tourner sur le passé. C'est-à-dire, par exemple, on l'initialise en 1981, on lui fait faire ses projections jusqu'à 2025 et on compare avec les données observées. C'est ce qui se passe dans le graphique que vous avez là, où vous avez les fameux spaghettis. Sauf qu'ici, c'est pas, par exemple, des spaghettis de température, par exemple, ce sont des spaghettis de corrélation entre les reconstructions des modèles et la réalité observée. Donc chaque point dans les spaghettis vous donne la corrélation entre les résultats des modèles et la réalité observée. Plus vous êtes haut dans le graphique, et plus la corrélation est forte, donc meilleur est le modèle. Alors, en jaune, vous avez CMIP3, en bleu, CMIP5, et en violet, CMIP6. Et donc, on s'aperçoit que sur les températures, finalement, on n'a pas la température de l'air, on n'a pas de grosses variations entre les modèles, hein. Les modèles sont quand même font des prévisions qui sont assez correctes. Certes, la variance a diminué, hein, ils sont plus, la barre violette là est beaucoup plus petite que la barre jaune, mais enfin, c'est pas des progrès absolument énormes. Par contre, si on regarde cette fois-ci les précipitations, bah là, on se rend compte que bah, il y a plein de modèles qui ont une faible corrélation avec l'observation, et plein de modèles qui, au contraire, ont une bonne corrélation. C'est-à-dire que l'ampleur de la relation à la réalité est beaucoup plus forte. Alors, globalement, quand même, on s'aperçoit que ça monte, hein, c'est-à-dire que plus les spaghettis sont vers le haut, et plus ça veut dire qu'il y a corrélation entre les projections des modèles et la réalité observée, mais il n'empêche qu'il reste des modèles qui sont plus ou moins corrélés à la réalité observée. Et c'est encore plus flagrant si on regarde les pressions atmosphériques au niveau de la mer, qui, elles, indiquent finalement les phénomènes météorologiques, hein, à savoir est-ce que il va risque de pleuvoir ou y avoir des tempêtes, par exemple. Donc on a bien une variabilité des modèles, une augmentation, une amélioration, puisque globalement les spaghettis se décalent vers le haut, et ils sont aussi plus rapprochés dans leur performance, hein, puisque ils sont en quelque sorte, les spaghettis se réduisent en taille. Il y a donc plein de modèles et plein de projections différentes, au point que on représente ces projections en spaghettis. Mais quel est le bon? Eh ben, on ne sait pas. Vous allez me dire, mais il n'y a qu'à prendre celui qui est le plus corrélé aux observations. Non, parce qu'un modèle peut être en quelque sorte surspécifié pour marcher bien sur le passé, et il marchera moins bien sur le futur. Et donc, on ne peut pas totalement... Certes, c'est quand même une bonne chose, hein, qu'un modèle représente mieux l'observé, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte, en quelque sorte, les qualités intrinsèques du modèle, qui peut-être aujourd'hui ne marchent pas trop bien sur ce qu'on a vu, mais qui dans le futur marcheront mieux. Donc, il reste une incertitude, on ne peut pas dire qu'un modèle est nécessairement meilleur qu'un autre, et c'est pour ça que le GIEC, en quelque sorte, les garde tous. Hein, en tout cas, pas tous, mais il en garde une très grande quantité,
parmi les modèles CMIP. C'est super important de comprendre qu'un spaghetti, c'est pas une distribution de probabilité, hein. Ceux qui sont au milieu ne sont pas nécessairement plus probables que ceux qui sont aux extrêmes. Eh oui. Et donc, sur les projections climatiques, on ne peut pas tenir des discours probabilisables, hein. On ne peut pas s'exprimer en termes de likelihood avec des virtually certain, etc., etc. Il faut s'exprimer en confiance, en confidence. C'est tout ce qu'on peut faire. Et oui, parce que peut-être le bon modèle, hein, bah, c'est celui qui est l'outlier, celui qui est un peu aux extrêmes des projections. Les modèles servent donc à faire des projections des futurs du climat, et en particulier des températures. Quelle est la relation entre les concentrations de gaz à effet de serre et les températures? Sur les périodes observées, jusque-là dans le passé, on a une relation qui est globalement linéaire. C'est-à-dire que chaque fois que les concentrations augmentent de 10 parties par million, les températures augmentent de 0,1 degré Celsius. Mais en théorie et sur le long terme, c'est probablement pas vrai. La relation, elle est plutôt logarithmique. C'est-à-dire que chaque fois que les gaz à effet de serre sont multipliés par 2, eh bien, on aura la même augmentation en degrés Celsius. On appelle ce paramètre la sensibilité climatique. Et s'il n'y avait pas de rétroaction, la physique nous montre qu'il y aurait une augmentation de 1,2 degré chaque fois que les concentrations de gaz à effet de serre doublent. Quelle est la sensibilité climatique des modèles qui incorporent des rétroactions? Ben, si on regarde les modèles qui sont listés dans l'AR6 du GIEC, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a une très grande variabilité de sensibilité climatique, hein, la spaghetti est quand même assez large, parmi les modèles CMIP6. Vous avez des modèles à sensibilité climatique inférieure à 2 et des modèles à sensibilité climatique à plus de 5. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde la médiane des sensibilités climatiques de CMIP6, ben, on est à presque 4, tandis que si on regarde la meilleure estimation de la sensibilité climatique par le GIEC, eh ben, on est à 3. Alors comment expliquer ça? Eh ben, je vous ai déjà dit que le GIEC était un organisme assez conservateur, hein. Et finalement, il a viré les modèles CMIP6 qui lui paraissaient avoir une trop haute sensibilité climatique. Il y a un débat récent sur cette question de la sensibilité climatique. Est-ce que les modèles aujourd'hui employés par le GIEC ont la bonne sensibilité climatique? Et James Hansen, hein, dont vous avez déjà entendu parler dans mes vidéos, eh ben, ce qu'il a regardé, c'est ce qui se passait au sujet d'une interaction particulière, d'une réponse particulière du système climatique à l'effet de serre, et qui est l'albédo de la Terre. Et ce qu'il observe, parce que là on a des bonnes images satellites, donc c'est totalement prouvé, c'est que l'albédo de la Terre a diminué fortement, hein, depuis à peu près 25 ans, et qu'il a diminué de 0,5%. En réalité, ça représente du coup un forçage extrêmement important, hein. C'est l'équivalent d'une augmentation de près de 140 parties par million de gaz à effet de serre. Donc c'est pas du tout négligeable. Et parmi ces contributions à l'albédo, bah, ce qu'on voit, c'est que au fond, ce qui est majeur, c'est essentiellement les nuages. C'est vraiment les nuages qui sont les principaux contributeurs à la baisse de l'albédo, donc au fait que la Terre devienne de plus en plus sombre. Alors, ça, c'est pas du tout bien pris en compte par les modèles et c'est pas du tout compatible avec une sensibilité climatique de 3 degrés chaque fois qu'on multiplie par 2 les gaz à effet de serre. Ce n'est pas réaliste d'avoir une sensibilité climatique autour de 3, ni selon l'albédo observé, ni selon les données historiques, ni selon les données de la paléoclimatologie. Et Hansen nous dit, bah, finalement, la sensibilité climatique, elle serait plutôt autour de 4,5. La conclusion, c'est que, au fond, ce qu'on a fait peut-être aujourd'hui, c'est sous-estimer le changement climatique, puisqu'on n'a pas suffisamment pris en compte les rétroactions. C'est ça la grande difficulté de la modélisation climatique, c'est de bien comprendre l'intégralité des rétroactions. Lorsque vous forcez le système, eh bien lui, il répond, et il répond malheureusement avec des phénomènes d'amplification qui peuvent avoir des conséquences très importantes. En conclusion, faire des projections sur les futurs du climat, bah, c'est compliqué. Et ce à quoi on peut arriver de mieux, c'est à des spaghettis.
Et il y a des controverses entre les climatologues au sujet de ces spaghettis. Certains pensent qu'on a sous-estimé la sensibilité climatique des modèles et donc le changement climatique, puis il y en a d'autres qui pensent que non, on est bon. En fait, la conclusion pour nous, ça doit être que les spaghettis du GIEC, c'est en fait des projections planchées qui sont assez conservatrices, et il y a une probabilité non négligeable que les évolutions du climat futur soient en réalité au-dessus de celles qui ont été faites par le GIEC jusqu'à présent. Dans la vidéo suivante, on va rentrer dans le détail de ces projections et de ce qu'elles nous apprennent. À très bientôt donc.